Et nous allons donc accueillir l'orateur suivant. Professeur Kopiters, vous allez gagner une place dans la course. Et je vais laisser le soin au professeur Constantinescu, le président de l'Académie, de vous introduire. Avec vous, on va parler de ce qui a été bien géré, moins bien géré au cours de la pandémie en matière de santé publique, et puis surtout de ce qu'on peut faire pour la suite, pour que ça aille mieux. Monsieur le Président, la parole est à vous. Merci. Alors, c'est un grand plaisir d'introduire le professeur Yves Kopiters-Valant, qui est professeur de santé publique à l'École de santé publique de l'Université libre de Bruxelles. Il est le directeur du Centre de recherche épidémiologie, biostatistique et recherche clinique à l'ULB et membre du Centre politique et système de santé, Santé internationale. Les champs de recherche sont en épidémiologie et promotion de la santé cardiovasculaire, système d'information sanitaire, renforcement des ressources humaines en santé, promotion de la santé et analyse des risques, modélisation épidémiologique, environnement et santé. Il a été doyen de l'École de santé publique de l'ULB de 2013 à 2019. Il est spécialiste en gestion de systèmes de santé, ayant une connaissance d'ensemble du système sanitaire des différents contextes et une expertise en suivi et évaluation de projets. Il est spécialiste de santé publique sur les maladies non transmissibles, avec une expérience dans l'élaboration des programmes de prévention et de promotion de la santé à une échelle nationale. Il a fait un travail de programmation et d'élaboration de cadres de prévention sur les principaux facteurs de risque ou de façon transversale pour les maladies chroniques en général, maladies cardiovasculaires et cancer. Et avec ça, M. Yves Kopiters-Valant, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames les académiciennes, Messieurs les académiciens, je suis très honoré, bien sûr, d'être invité ce matin pour vous parler d'un peu le suivi de cette crise Covid-19, mais avec la discipline de la santé publique, qui est ma discipline, avec comme outil l'épidémiologie. Alors en 20 minutes, essayer d'avoir une vision un peu évaluative de la crise est un peu compliqué, mais je voudrais quand même donner quelques éléments sur les défis dans le continuum des soins, sans doute, qui a été quand même fortement ébranlé dans le cadre de cette crise de la Covid-19. Alors c'est vrai que fondamentalement, l'OMS le dit depuis les années 80, qu'une maladie émerge ou réémerge tous les 8 mois à l'échelle de la planète, et que fondamentalement, au niveau des disciplines scientifiques, il faut avoir des approches complémentaires pour bien sûr, à travers la médecine, je dirais, fondamentale, connaître les agents étiologiques et les caractéristiques de cette réémergence d'agents étiologiques. Il faut bien sûr, à travers la médecine clinique, et on l'a bien compris, on l'a bien déjà vu dans les présentations, connaître les caractéristiques des autres susceptibles et bien sûr de cette prise en charge. Et puis au niveau de la santé publique et de l'épidémiologie, c'est travailler sur les déterminants de cet environnement favorable à l'émergence de ces nouvelles infections, puisqu'il faut être dans l'intersection, je dirais, des trois composantes pour qu'il y ait une expression de ce type d'épidémie ou de pandémie à l'échelle mondiale. Alors c'est vrai qu'au niveau de la santé publique, le facteur de risque majeur, c'est la globalisation, la mondialisation, avec les facteurs démographiques, le changement, je dirais, des transitions que nous vivons maintenant depuis plusieurs dizaines d'années, l'urbanisation, l'immigration, les voyages, etc. Mais à l'échelle de la santé publique, il y a vraiment, je dirais, un travail beaucoup plus discriminant à faire sur les facteurs favorisant cette dynamique émergente des maladies infectieuses. Alors c'est vrai que déjà au début de la crise, Richard Horton dans le Lancet exprimait que la Covid-19 n'était pas une pandémie, mais essentiellement une syndémie, c'est-à-dire un continuum entre l'état de santé des populations européennes malades de maladies chroniques et liées à une comorbidité très importante de maladies chroniques, versus l'émergence et l'arrivée de ces maladies infectieuses sur un terrain favorable européen par rapport, je dirais, à ces comorbidités croissantes dues aux transitions démographiques et épidémiologiques que nous vivons maintenant depuis 30 ans, et surtout aussi dû à un état du système de soins de santé sans doute beaucoup plus, je dirais évolutif par rapport à la prise en charge des maladies chroniques, puisque les maladies chroniques représentent quasi 70% de la mortalité à l'échelle mondiale actuellement par rapport à 20-25% des maladies infectieuses, et que les maladies infectieuses à l'échelle de nos pays occidentaux ne représentent pas plus de 3% de la mortalité. Donc c'est vrai qu'il y a aussi toutes ces structures, cette évolution, je dirais, de la façon dont notre système de soins de santé a évolué et doit maintenant se réadapter à une nouvelle réalité que sont ces maladies infectieuses qui trouvent un terrain favorable d'expression dans une population vieillissante et malheureusement avec beaucoup de comorbidités.
Alors c'est vrai que l'évolution des pandémies à l'échelle mondiale nous montre que l'histoire de toutes les épidémies évolue toujours par revenir à une situation normale. Normale parce que fondamentalement, soit on a une prise en charge spécifique des maladies données, et c'est ce qui évolue fortement avec le Covid-19, c'est qu'il y a la vaccination, on a parlé des immunoglobulines, on parle bien sûr des traitements antiviraux, et donc c'est vrai que dans cette crise, on arrive maintenant à une gestion beaucoup plus spécifique de la gestion de cette maladie infectieuse, ce qui n'était pas le cas en début de crise, puisqu'en début de crise, nous n'avions pas de stratégie spécifique, et donc il fallait mettre en place des stratégies non spécifiques qui sont regroupées en 3 grands axes, les mesures d'hygiène individuelles et collectives, et ça on a mis beaucoup de temps dans le cadre de cette crise à mettre en place ces mesures individuelles et collectives, le port du masque, on ne va pas revenir sur cette dimension qui a quand même pris beaucoup de temps à être mis en place, les mesures d'éviction des maladies contagieuses, qui est une stratégie de base dans la gestion des maladies infectieuses, mais rappelez-vous qu'il a fallu quand même attendre la 2e vague en Belgique et en Europe pour mettre en place la stratégie du tester, isoler et faire le suivi de contact, une stratégie qui aurait bien sûr dû se mettre en place beaucoup plus vite. Et puis les chimioprophylaxies, même si on n'a pas de traitement spécifique par rapport à un agent infectieux, les chimioprophylaxies sont vers des stratégies de santé publique très importantes. Et c'est vrai que là, en termes de continuum de soins, la prévention secondaire, surtout à la première ligne de soins, est sans doute une des stratégies qui était la plus faible dans cette gestion. C'est vrai que ce qui nous a étonné dans le cadre de cette pandémie à l'échelle de la santé publique, c'est qu'on était aussi capable, nous, pays développés, de souffrir de ce type de problème, avec une propagation rapide et internationale. Donc c'est bien une maladie sans frontières qui a complètement désorganisé tous les systèmes de santé, que ce soit dans les pays pauvres ou dans les pays riches comme chez nous, avec une atteinte des professionnels de santé, une saturation, bien sûr, des capacités de nos soins intensifs et de notre structure hospitalière en général. Et puis alors, les grandes conséquences de cette pandémie, ce sont bien sûr les impacts indirects, et c'est là-dessus que je vais insister dans le cadre de mon exposé, les impacts économiques, les impacts sociologiques, les impacts psychologiques, etc. Toutes ces dimensions, bien sûr, je dirais, liées aux effets secondaires de la crise. Alors, si on regarde l'impact d'abord à l'échelle de la santé publique, mais c'est vrai que la mortalité a été vraiment quelque chose d'assez considérable ici en Belgique, puisque si on regarde ici les statistiques d'excès de mortalité, on est en 2020, sur la première année de la pandémie, mais la Belgique, elle se trouve, je ne sais pas comment marche le pointeur, heureusement, mais la Belgique, elle se situe... Ah pardon, la Belgique donc, se situe donc assez malheureusement à l'extrémité droite de l'excès de mortalité, puisqu'en 2020, on a eu un excès de mortalité, toutes causes confondues, entre 15 et 17%. Donc on est comparable à des pays comme l'Italie ou des pays, je dirais, d'Amérique du Sud, par rapport, donc, je dirais, à toute une série d'autres pays européens qui ont quand même une meilleure gestion de leur surmortalité. Mais si on regarde maintenant la surmortalité par tranche d'âge, et ça c'est quand même très intéressant, c'est que fondamentalement, dans tous les pays, il n'y a pas eu de surmortalité dans la tranche des 0,44 ans. On est sur l'année 2020. En 2021, notre surmortalité en Belgique est estimée à 4 à 5%, donc nettement moindre. Mais ici, on est bien dans les 2 premières vagues, et c'est vrai qu'il n'y a pas de surmortalité chez les 0,44 ans, sauf aux États-Unis, par exemple. On voit un pays spécifique, comme les États-Unis, qui a une forte surmortalité dans toutes les tranches d'âge. Si on regarde la Belgique, on n'a pas de surmortalité chez les plus jeunes, et puis cette surmortalité s'exprime à partir de l'âge de 60 ans et est une des plus fortes, malheureusement, de l'ensemble des pays, je dirais, d'Europe et des autres pays ici repris. Donc ce qui est intéressant quand même de comprendre, c'est que tous les pays aussi ne sont pas comparables dans cette, je dirais, la transposition des stratégies de santé publique d'un pays à l'autre. C'est qu'il y a vraiment un contexte d'expression de cette maladie, lié bien sûr aux caractéristiques de population et bien sûr lié aussi à des caractéristiques environnementales propres. Et c'est vrai que si on reprend le b.a.-ba de la santé publique, qui est le continuum de soins, entre la promotion de la santé, c'est-à-dire ces stratégies de santé publique basées sur la population, basées sur, pas la prévention, mais vraiment l'expression, je dirais, d'une participation de la population dans ses choix par rapport à la santé versus la prise en charge, ben c'est vrai que dans ce continuum de soins, on peut dire que la Covid-19 a été très bien sûr, dans la prise en charge. Là, je pense qu'on l'a bien vu encore aujourd'hui, on a vraiment des thérapeutiques très efficaces, surtout en prévention tertiaire. Mais en termes de prévention, la prévention primaire, bien sûr, avec la vaccination, les immunoglobulines, on en a parlé ce matin, mais la prévention secondaire en première ligne de soins est sans doute quelque chose qui a été vraiment peu développé, ou encore insuffisamment développé. On parle bien d'intervention multifactorielle personnalisée par rapport à des groupes à haut risque ou des groupes à risque, bien sûr, de faire des infections. L'aspect promotionnel, bien sûr, a été très peu développé dans le cadre de sa crise, c'est-à-dire des interventions de la communauté, des interventions multifactorielles non personnalisées à l'échelle de communauté,
communauté qui soit centrée essentiellement chez les aînés et les groupes à risque dans cette population. Donc voilà, je pense que c'est quand même intéressant pour nos professionnels de santé, même si chacun se situe à des niveaux différents de ce continuum de soins, de bien comprendre, je dirais, qu'il y a eu des volets faibles dans ce continuum de soins, essentiellement dans les stratégies de promotion de la santé et de prévention secondaire. Et puis si on regarde maintenant les publications qui montrent qu'est-ce qui a fonctionné en termes d'efficacité des mesures. Alors ici j'ai pris une publication avant la vaccination de ce qui a fonctionné. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a fait quand même aussi des erreurs dans les stratégies de santé publique qu'on a mis en avant. Avant la vaccination, on avait vu que par exemple, la fermeture des écoles était quelque chose de tout à fait efficace pour limiter la circulation du virus. Et puis les publications après ont montré que non, il ne fallait pas fermer les écoles proportionnellement à d'autres stratégies. Et les autres stratégies qui fonctionnent le plus, c'est bien sûr la fourniture des équipements individuels, c'est le soutien aux populations vulnérables, et donc cette réflexion vraiment d'évoluer vers des stratégies beaucoup plus centrées sur les personnes à risque, tout ce qui est communication et responsabilisation individuelle, chose qu'on a très peu fait dans le cadre de ces crises. Par contre, il y a toute une série de mesures qu'on a mis en place, comme la désinfection des environnements, etc., qui n'ont pas montré vraiment leur efficacité dans le temps. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu de mesures magiques en termes de santé publique qui a permis fortement de faire baisser le taux de reproduction, mais quoi qu'il en soit, c'est bien je dirais, la superposition de toute une série de mesures avec certaines efficacités qui a permis de mettre en place cette stratégie de lutte. Alors, ce qu'il faut bien comprendre maintenant, ce sont les effets indirects. Quel est le coût à long terme pour les systèmes de santé de cette pandémie? Alors là, on retrouve quand même toute une série de publications, et les premières publications en santé publique montrent le problème du report des soins, essentiel. C'est-à-dire que cette pandémie a entraîné une restriction des mouvements, l'absence de prestations de services, pour toute une série de raisons liées au système de soins de santé, la stigmatisation de groupes dans la population, avec aussi, je dirais, un moindre accès aux soins, l'appauvrissement de la population par rapport à des pertes de moyens financiers, et l'évitement de soins, malheureusement, par peur, je dirais, soit de contracter le virus, soit par des problèmes d'accès financier. La gestion des maladies transmissibles aussi pose problème, et c'est une conséquence des autres, une conséquence post-Covid-19, et on l'a bien vu, on le voit dans des publications sur la tuberculose, où en fait dans les pays d'Afrique, où la tuberculose est importante, en fait il y a une diminution de la transmission de la tuberculose depuis cette pandémie, depuis 2 ans. Par contre, la mortalité est augmentée par un problème d'accessibilité aux soins de santé, bien sûr, des malades. Le problème de la vaccination des enfants, et une publication manque aux États-Unis, il y a une baisse de 50% des enfants vaccinés contre la rougeole au cours du premier trimestre 2020. Donc les conséquences sur la vaccination des enfants, liées bien sûr à tout ce qui a été dit autour de la vaccination, mais liées bien sûr à un problème d'accès aux soins par rapport donc, à cette même période de 2019. La santé maternelle, diminution de la contraception, l'Inde l'a montré très fort, forte diminution de la contraception, avec en fait augmentation des grossesses non désirées, des avortements non pris en charge, bien sûr, non encadrés, et bien sûr les conséquences de la Covid-19, et beaucoup de publications le montrent maintenant, c'est le risque de décès maternel augmenté dans les 5 à 10 ans qui viennent par rapport à toute une série de conséquences. Et puis alors la réduction des dépenses de santé, ici j'ai pris une publication au Nigeria, où on voit qu'une diminution de 40%, je dirais, de l'apport financier dans le système de santé depuis le démarrage de la crise Covid-19. Donc il y a un vrai impact de la pandémie sur l'économie des pays, et c'est bien sûr des pays les plus pauvres, avec donc une baisse de vente de leurs produits pétroliers ou autres matières premières, qui donc entraîne des conséquences énormes sur le financement de la santé. Ici, si je reprends une autre conséquence, c'est le taux de dépistage du VIH-Sida, qui a fortement diminué depuis 2 ans dans l'ensemble des pays. Et surtout, par exemple, pour l'Inde, on voit vraiment, ce sont les proportions, je dirais. Donc, il y a 2 pays qui ont continué à dépister vaille que vaille, c'est le Congo et le Nigeria dans cette étude, mais tous les autres pays donc, ont fortement diminué, je dirais, leur dépistage du VIH-Sida, avec bien sûr les conséquences qu'on peut imaginer dans les années qui viennent. Et puis, comme effet indésirable et du coup à long terme, ici j'ai repris donc des publications de la Banque mondiale qui dit qu'en fait, pour chaque décès lié à la Covid-19, plus de 2 femmes et enfants ont perdu la vie en raison de perturbations du système de santé. On a parlé de la vaccination, on a parlé de la santé maternelle liée à la grossesse. Et donc, il y a une conséquence indirecte qui n'est pas due à la Covid-19, bien sûr, qui est due, bien sûr, à ce problème de continuité des soins pour les autres problèmes de santé. Et dans certains pays les plus pauvres, l'augmentation estimée de la mortalité causée par la baisse de l'utilisation des services de santé essentiels est plus de 2 fois supérieure au nombre de décès de Covid-19 officiellement déclarés dans ces pays. Et puis alors, bien sûr, tout ça évolue vers des dimensions politiques.
puisqu'il faudra gérer ces conséquences de la Covid-19. Et Joe Biden déclare que le renforcement des systèmes de santé est vital pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. C'est une déclaration actuelle, vitale pour la suite de la pandémie. Et puis le G20 s'approprie aussi cette dimension politique en disant qu'il est impératif de développer des systèmes de santé plus résilients et bien sûr de financer aussi les systèmes de santé des pays les plus pauvres. Et puis alors, il y a les effets, je dirais, toujours des effets indirects de cette pandémie. Ici, j'ai repris une publication récente sur l'impact économique de la Covid-19 par rapport à la prise en charge des cancers. On est au Royaume-Uni, et donc ils estiment sur une période de 5 ans, sur 4 cancers principaux, qu'ils vont avoir, je dirais, 3500 décès prématurés dus à ces cancers principaux. Donc il y a un retard considérable de diagnostic du cancer, donc ça on le sait dans tous les pays. Ici, donc, ils enregistrent 3620 décès évitables par cancer, et ces cancers devraient se traduire par une perte économique de 100 millions de livres sterling et une perte de 32 000 qualis, donc de 32 000 années de vie de production de qualité par rapport à ces personnes potentiellement, si elles avaient été prises en charge à temps par rapport, je dirais, à un report de soins. Et donc, en plus, ce sont des estimations très prudentes qui n'ont été faites que sur la première vague, et on peut très bien imaginer que ce même type de calcul pourrait se faire sur l'ensemble des vagues, et on le voit très bien ici. Regardez les conséquences en termes de perte de qualis pour le Covid-19, qui est beaucoup plus faible que les conséquences qu'auront la non-prise en charge de ces 4 cancers principaux à l'échelle de ce pays. Et c'est la même chose pour le capital humain, qui est un capital économique. La perte du Covid-19 est beaucoup plus faible que celle qu'on aura par la non-prise en charge des cancers. Autre conséquence, ce sont les effets liés aux inégalités de santé. On avait dit que la Covid-19 ne discriminait pas parce qu'elle touchait tout le monde. C'était ça le point de vue de départ, mais en fait, elle a fortement discriminé dans l'incidence, dans la mortalité. Elle a fortement augmenté les disparités sanitaires sur l'ensemble des sociétés. Et des publications montrent que les groupes à risque, ce sont les personnes incarcérées, ce sont les migrants, ce sont les personnes sans papier, ce sont les personnes handicapées, etc., etc. Ici, on est dans une étude américaine qui vient de sortir, mais je pense que ce type d'étude doit absolument aussi être développé chez nous de façon rétrospective. Pourquoi? Parce que ces groupes de population ont eu des accès limités, je dirais, aux soins, mais surtout à la prévention, avec des problèmes d'incapacité de respecter les recommandations, ou bien simplement, et on le voit bien avec la vaccination, avec des niches de personnes et de groupes de non vaccinés, et puis bien sûr toute une série de disparités sous-jacentes par rapport à ces populations, parfois même stigmatisées. Mais aussi, il y a des choses positives. On voit par exemple dans une étude récente qu'il y a eu dans certains pays qui ont été assez protégés de leur pandémie de grippe. Et à Singapour, en l'occurrence, on voit vraiment un déclin brutal de l'incidence de la grippe parce que toute une série, je dirais, de mesures ont été maintenues depuis maintenant 2 ans, ce qui n'a pas été vraiment le cas en Europe et en Amérique du Nord. Et puis alors, des études montrent aussi que l'évolution de la qualité de l'air en Chine ou dans d'autres pays, alors c'est surtout pendant la première année, 2020, a eu un impact sur les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires de l'enfant, avec aussi une évolution dans certains pays de l'amélioration, je dirais, de la qualité de l'eau, voire même de la diminution par rapport à la gestion des déchets. Alors, ce qui est intéressant en termes de santé publique, et je vais bientôt terminer, rassurez-vous, c'est qu'il faut évoluer vers des études qui évaluent les effets à court terme, à moyen terme et à long terme. Et ces effets, et j'ai trouvé cette matrice intéressante, ça vient aussi d'une publication issue du groupe de la Banque mondiale, c'est qu'il faut évaluer les impacts économiques. Alors c'est bien sûr c'est le problème de l'emploi, la diminution de l'éducation, toutes les conséquences de la crise, mais quelles sont les conséquences à moyen et à long terme en termes de pauvreté, de perte du capital économique humain, quels sont les impacts environnementaux. C'est vrai qu'on y a eu moins de trafic automobile, etc. à l'échelle mondiale, mais on voit quand même que les impacts environnementaux doivent être mieux évalués, tant au niveau de la pollution extérieure que la pollution intérieure, par rapport à toute une série de facteurs. Quels sont les impacts sur le système de santé? C'est vrai que le système de santé ont fortement souffert, mais quelles seront les conséquences sur le système de santé à long terme? Et bien sûr, sur la manière dont ils seront financés, etc. Et donc ici, on trouve aussi les conséquences par rapport à la mère et à l'enfant. On a parlé la santé mentale, et les abus par rapport aux enfants, les problèmes de violence domestique, et toutes les conséquences mentales liées éventuellement au risque d'augmentation des suicides dans nos sociétés. Voilà, je pense que c'est intéressant, cette matrice a des défauts, mais quoi qu'il en soit, en termes de santé publique, on voit très bien où sont nos priorités de recherche pour les mois et les années qui viennent.
Alors, je voudrais simplement rappeler, puisqu'il me reste 3 minutes, quelques concepts de base de santé publique sur l'éthique en santé publique, hein, pour aussi avoir un regard critique sur les stratégies qui ont été prises à l'échelle de la communauté. Hein, et l'éthique en santé publique, c'est basé sur la bioéthique, hein, c'est l'éthique que vous pratiquez en continu face aux patients. Ben, c'est quel a été le bien fondé de toutes les mesures qui ont été prises en charge, qui ont été prises, c'est-à-dire quels sont les buts de la mesure, quelles ont été la transparence. La transparence, c'est vraiment un concept éthique en santé publique qu'on peut vraiment se questionner. C'est vrai que parfois sur les processus décisionnels, hein, on a eu un manque d'explication, toutes les personnes touchées par les mesures n'ont pas compris pourquoi elles étaient touchées, et donc là vraiment c'est un concept vraiment qu'il faut absolument mieux développer dans le temps. L'efficacité des mesures, la nécessité des mesures, c'est vrai que la nécessité des mesures, il y a un an, ne sont pas vraiment, c'est pas la même chose que la nécessité actuellement, parce que l'épidémie a eu un tout autre profil, et donc ça c'est aussi, on peut se questionner aussi sur la chronologie des mesures, et est-ce qu'elles n'ont pas été parfois prises trop tard. La proportionnalité, hein, ça les juristes se sont beaucoup emparés de cette proportionnalité pour remettre en cause certaines stratégies. Et puis je termine avec la réduction des méfaits. Et c'est vrai que ça, c'est une dimension peut-être médicale qu'on n'a peut-être pas assez développée. C'est est-ce que les méfaits causés par les mesures peuvent être réduits, et est-ce qu'on est sûr que la mesure qu'on met en place est bien la mesure qui entraîne le moins de méfaits sur la population. La réciprocité, c'est est-ce que les personnes peuvent être dédommagées des méfaits causés par les mesures, que ce soit au niveau médical, mais aussi dans les autres dimensions. Et puis alors, un élément faible, quand même, dans ces stratégies, c'est la mise en œuvre équitable. C'est-à-dire, est-ce que toutes les mesures ont été bénéfiques pour tous les secteurs de la communauté, pour toutes les strates de la population, Est-ce que les campagnes axées sur la population générale étaient suffisantes, puisqu'on sait très bien que si on touche la population générale, on ne va pas toucher, malheureusement, les segments sociaux peut-être les moins informés, ou pour lesquels, je dirais, cette information ne passe pas. En termes de leçons apprises, ben c'est clair qu'en termes de santé publique, ben c'est que le temps technique et le temps politique sont tout à fait différents. Là, vraiment, je pense qu'il y a et pour nous, scientifiques, c'est vrai que donner comme ça en continu des argumentations pour faire influencer les décisions politiques, c'est quand même compliqué, je dirais, dans un temps si court. Et le problème en Belgique, c'est que la répartition des compétences entre les niveaux de pouvoir ne permet pas des actions plurisectorielles ou intersectorielles qui sont nécessaires pour travailler sur ce continuum des soins, pour travailler sur l'ensemble des déterminants de la santé, bien sûr, pour travailler sur toutes les strates de la population. Et c'est vrai qu'on a des difficultés à mettre en œuvre en Belgique des stratégies intersectorielles, et souvent les acteurs et les décideurs ne savent d'ailleurs pas quelle action relève de quel niveau de pouvoir. Et on voit vraiment dans cette crise qu'on ne sait plus très bien si c'est la région, le fédéral, etc., qui gère telle ou telle compétence. Et c'est vrai qu'en termes de responsabilité institutionnelle d'acteurs de terrain, il y a peu de connaissances approfondies des problématiques basées sur des approches systémiques qui nécessitent justement ces approches intersectorielles. Et donc, je suis très heureux d'avoir participé de nouveau à cette carte blanche qui est sortie hier dans la presse, que les médecins appellent à la fédéralisation des soins de santé, avec cette volonté de mieux coordonner les soins de santé dans l'avenir et qu'il y ait une meilleure complémentarité dans les différents niveaux de compétences. Mais les enseignements pour l'avenir en termes de santé publique, c'est qu'il faut absolument développer les dispositifs de veille et d'alerte sanitaire. Alors, on a bien sûr le règlement sanitaire international, mais ce RSI, qui est un document validé par l'ensemble des nations à l'échelle mondiale, a quand même été peu efficace dans le cadre de cette crise. Il faut travailler sur la coordination des États. Alors bien sûr, on peut peut-être regarder d'abord à l'échelle européenne, mais c'est vrai que cette coordination, cette complémentarité des États a quand même fortement fait défaut dans le cadre de ces crises. Il faut travailler sur la formation des professionnels de santé, sur les maladies infectieuses et les moyens de prévention. Il faut travailler sur l'information des professionnels de santé et du public. On a bien compris que c'était un des maillons faibles dans la gestion de cette crise. Il faut travailler sur le respect des mesures de prévention, hein, et quand même se questionner, nous médecins et professionnels de santé publique, sur la liberté individuelle par rapport au maintien de ces mesures. Et bien sûr, en milieu hospitalier, ça vous savez mieux que moi, il faut travailler sur les moyens de prévention, d'information et travailler sur les équipes spécialisées pluridisciplinaires. C'est vrai que, donc, en termes de conclusion, c'est qu'en fait, est-ce qu'il y a eu une dissociation entre la santé publique et la protection individuelle dans cette crise? Non, je ne pense pas. Et on a parlé beaucoup de cette carte blanche ce matin qui est partie dans la presse, mais je l'ai repris aussi dans ma diapositive, le cri d'alarme de 35 scientifiques face au coronavirus par rapport aux patients immunodéprimés. Ça montre bien qu'il n'y a pas de dissociation entre les dimensions individuelles et santé publique, elles sont bien complémentaires. Et là, on parle bien d'une stratégie de santé publique par rapport, je dirais, à des patients dans une problématique individuelle. Les conclusions pour ma part ce matin, c'est que dans cette crise, en fait, il n'y a pas cette dissociation, il y a bien une complémentarité entre les intérêts individuels et la santé publique. Par contre, il y a peu de vision systémique et de la complexité
de la gestion de la crise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision de voir la crise dans sa complexité globale, dans une vision plutôt de gestion à moyen terme. C'est vrai que les approches préventives et participatives ont été peu nombreuses. Alors, je ne parle pas de la vaccination, hein, je parle vraiment des approches de mobilisation communautaire. Et donc, les fondements de base de la santé publique, que sont la participation, l'intégration, la responsabilité collective, l'appui aux soins de santé primaire, donc à la médecine de première ligne, le travail sur les déterminants de la santé sont toujours trop peu développés ou insuffisamment pris en compte par nos décideurs politiques qui sont censés viser avant tout, et j'espère à ce stade de l'épidémie, avoir une vision plutôt de protection et de promotion de la santé, puisqu'on est vraiment passé maintenant dans une nouvelle phase. Je vous remercie. Merci, professeur. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? On va commencer avec les questions de la salle. Ah, Georges Casimir, notre secrétaire perpétuel. À vous la parole. Merci beaucoup pour votre exposé. Moi, j'avais une question par rapport au fait que, bon, on nous dit qu'il va y avoir peut-être davantage de pandémies dans les temps qui viennent, parce qu'il y a une manière, je dirais, de voir l'épidémiologie des maladies infectieuses qui pourrait encore changer, avec de nouveaux virus qui pourraient arriver. Vous nous avez montré un cahier des charges de ce qu'il faudrait probablement faire dans l'avenir. Souvent, quand une nouvelle pandémie survient, alors qu'on a eu un temps de recul et je dirais une période de calme, on dit souvent, mais au fond, est-ce qu'on a tiré les leçons de la première pandémie? Donc, si une nouvelle pandémie, peut-être plus grave, touchant peut-être d'autres organes survenait, quels seraient pour vous hiérarchiquement les éléments cruciaux, peut-être 2 ou 3, qu'il faudrait prendre en premier lieu sur la base de ce qu'on a vu aujourd'hui de la pandémie de Covid-19? Bon, d'abord, on a le règlement sanitaire international, qui est un règlement de 2015, qui était tout à fait efficace et c'est un règlement qui fonctionne très bien dans la prévention aux frontières, par exemple de la détection du MERS-CoV, de l'autre coronavirus ou d'autres maladies infectieuses. Donc ça, je pense que c'est important de donner simplement des moyens à l'ensemble des pays d'adopter et d'appliquer le RSI. Je pense que le gros problème dans cette gestion de cette pandémie, c'est le problème de coordination internationale. Alors c'est vrai qu'on a entendu beaucoup les organismes internationaux, l'OMS, etc. Mais en fait, peu d'organismes internationaux ont pris un vrai rôle de coordination. Et en Europe, je ne l'ai pas vu non plus. Alors on ne va pas parler des compétences santé nationales versus européennes, mais quand même, je pense qu'il y a cette dimension de coordination, de complémentarité, d'harmonisation des mesures, qui est, à mon avis, une dimension très importante. D'abord, simplement en termes de santé publique, de cohérence, mais aussi en termes de communication par rapport à la population. Puisque si les voisins ont des mesures différentes que nous, parfois ça entraîne des problèmes de cohérence. Et je pense aussi qu'on doit être vraiment capable, actuellement en Belgique, ça va être terrible de le dire, mais d'investir dans des structures dormantes. C'est quoi des structures dormantes? C'est des structures de veille qui sont là en continu, avec des équipes formées et qui sont très compétentes, et puis qui vont agir au moment de la survenue de ces phénomènes, et tant pis si elles sont dormantes pendant des mois, voire des années, et c'est la même chose peut-être au niveau des soins de santé. Je pense qu'il faut, pas des équipes dormantes, mais des équipes qui soient prêtes à vraiment être détachées spécifiquement, je dirais, pour ces aspects-là. Et donc il faut que notre système permette de financer de la surveillance, de la prise en charge, peut-être de l'environnement dormant, qu'on puisse très rapidement, je dirais, mobiliser, et je l'espère dans une vision de meilleure coordination. Je me permets d'être pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que l'exemple des États-Unis qui ont les CDC, qui ont très très rapidement réagi, qui constituent un système de vigilance, pas dormante, mais extrêmement active, et qui se sont présentés comme d'emblée à l'avant-front de la lutte contre le Covid, à la fois pour les professionnels, mais aussi très largement vers la population générale, ils n'ont pas fait mieux que nous. Alors, je ne sais pas très bien qui a fait mieux que qui, mais oui, je suis d'accord. Donc vous trouvez que... Bon, ça, j'avoue que je n'ai pas de réponse, je n'ai pas d'éléments évaluatifs par rapport à ça, je ne sais pas vous le dire. Mais chez nous, en tout cas, il me semble que la surveillance est une dimension sans doute qui devrait être renforcée. Et je ne parle pas que des maladies infectieuses, je parle aussi des dimensions des maladies chroniques. Peter, dans une de vos dernières diapositives, vous avez insisté sur le fait qu'il fallait développer l'information auprès du grand public et des personnels de soins de santé. Moi, je regarde régulièrement la télévision, je vous ai vu régulièrement à la télévision par ailleurs.
Je crois qu'on a été noyé d'informations. Le problème, c'est que c'est des informations contradictoires, désorganisées, déstructurées. Et je crois que c'est ça le problème c'est ça qui a posé grand problème auprès à la fois du grand public et des soins de santé, et des personnes de soins de santé. Donc je crois que trop d'informations tue l'information, mais il faut une information qui me paraît quand même à la fois ciblée d'une part, mais également consensuelle et pas conflictuelle comme on l'a vu régulièrement, me semble-t-il. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense qu'un des gros problèmes dans cette crise, c'est la communication, et la communication des experts, et je pense qu'on doit tous la suivre, cette communication contradictoire, parce que le fait que chacun se fait interroger dans des disciplines qui ne sont pas les siennes. Et certains d'entre nous, je peux assumer aussi une part de responsabilité, font parfois de grands écarts dans des disciplines qu'ils ne maîtrisent pas complètement. Et donc c'est vrai qu'en termes, je dirais, de gestion de crise, il y a vraiment une réflexion sur une meilleure, je dirais, harmonisation de la communication, mais aussi une meilleure gestion, je dirais, peut-être des scientifiques par rapport à qu'est-ce qu'on communique dans les médias ou qu'est-ce qu'on communique comme, je dirais, intermédiaire entre les scientifiques et la population. Donc oui, là je pense qu'on peut vraiment avoir un regard critique sur cette problématique. Maintenant, la communication au grand public, et ça on le sait en santé publique, ne touche pas toutes les strates de la population. Il faut être conscient que les médias classiques ou même les médias alternatifs, ça touche des groupes cibles particuliers et certains, et on le voit bien dans les communes de Bruxelles ou dans des strates de population particulières, ne sont pas touchés par cette information et se nourrissent par d'autres canaux de communication qui peuvent bien sûr entraîner parfois beaucoup de confusion. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi se rendre compte que la communication, en fait, on aurait dû la donner aux spécialistes en communication. C'est-à-dire qu'on aurait dû aussi avoir sur les plateaux de télé pas des pédagogues, mais des spécialistes en communication, peut-être qui puissent mieux, je dirais, orienter le message. Mais je pense qu'on a vraiment une analyse critique à faire là-dessus. Et merci pour votre... Merci beaucoup. Je ne résiste pas à vous dire qu'on sait tous qu'on a une European CDC, ECDC, qui fonctionne à Stockholm. La directrice est une microbiologiste de l'Institut Robert Koch qui a un mandat de surveiller, et il y a une équipe très compétente là-bas, et que la Commission européenne a créé une agence qui s'appelle HERA, qui a un budget minimal de 1 milliard d'euros par an, mais ça peut augmenter à 4 milliards d'euros par an pendant 6 ans. Alors il y a 24 milliards d'euros qui sont vraiment réservés. Une partie de cet argent, malheureusement, va venir du programme de recherche Horizon. Et cette agence HERA a le mandat de pouvoir financer la recherche, construire des usines de vaccins, usines de médicaments, acheter des masques, tout ce qui est nécessaire pour répondre à une urgence. Maintenant, je ne sais pas si ça va très très bien fonctionner, mais l'agence existe et elle va avoir 150 permanents fin 2022. Alors 150 permanents, un budget minimal de 1 milliard d'euros, et j'espère que chaque pays va pouvoir bien gérer ça avec leur ministre. Merci beaucoup. Merci, professeur Kopiters. Merci à tous pour vos interventions. Ah, il nous reste une question, et je vais vous demander de faire bref à tous les deux. Professeur, posez votre question, je vous en prie. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre exposé. J'avais juste une simple question, en fait. Je voulais savoir si des exercices de simulation de crise des analyses de scénarios n'auraient pas pu être utiles et vérifier en fait qu'il y avait vraiment des problèmes de manière anticipative. Alors, donc il y a un plan pandémie. Il y avait un plan pandémie qui existait, qui a été malheureusement, qui n'a jamais été réactualisé. En tout cas, c'est ce que la Chambre a documenté pendant 1 an. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des exercices de simulation, mais qui ne concernaient que certains corps, essentiellement, je dirais, les corps de la société, enfin, de la protection civile. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grandes simulations. Et c'est vrai que dans ce plan pandémie, en fait, les scénarios qui existaient étaient tout à fait dépassés, malheureusement, parce qu'ils n'avaient pas été actualisés. Et donc ça, c'est une des recommandations de la Chambre, c'est donc d'actualiser un plan pandémie, de mettre en place une cellule permanente qui puisse actualiser les choses et en effet développer des scénarios. Le problème, c'est que j'ai participé à cette commission de la Chambre pendant 1 an, en tant qu'expert indépendant, conseiller simplement. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses très intéressantes dans ce rapport,
pas de ce rapport de la conclusion des députés après un an, mais bon, voilà, la mise en œuvre, moi je n'ai pas vu grand-chose depuis juillet de l'année passée. Il existe aussi des simulations multi-États, ça existe, ça, oui, bien sûr. Ça, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment voir cette échelle. Oui, tout à fait. Et c'est des choses qui sont franchement proposées dans ce rapport. Maintenant, ils doivent l'opérationnaliser. Merci. Et juste une question, mais réponse très très brève s'il vous plaît, du professeur Dominique Lamy. La médecine générale est de proximité. Quelle place pourrait-elle prendre dans une future pandémie ? Donc, elle doit prendre, je dirais, la place principale. Comme on sait que la médecine générale gère plus de 90% des problèmes de santé dans la société, elle doit reprendre sa place, je dirais, de proximité avec le patient et avec la communauté. C'est-à-dire, c'est de la prévention primaire, c'est de l'information, c'est de la communication, et c'est de la prise en charge individualisée des personnes. Ce que je reproche, c'est que ce triade médecine basée sur les preuves, expérience du médecin et bien sûr caractéristiques du patient, chose qu'on apprend en première année de médecine, je pense que cette triade n'a pas été tout à fait respectée en première ligne de soins. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup, je dirais, de protocoles basés sur les preuves, entre guillemets, les preuves qu'on avait à ce moment-là, en donnant peu, je dirais, d'autonomie aux personnes, aux praticiens par rapport à leur expérience et par rapport aux caractéristiques propres du patient. Merci beaucoup pour toutes vos réponses et pour votre temps.